Dans une lettre rendue publique à Rome le dimanche 14 septembre dernier, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont réitéré leur opposition à toute révision constitutionnelle, comme si cela ne suffisait pas, un véritable pavé dans la mare. Cette fois-ci, c'est du côté du Parlement. Lors de l'ouverture de la session du mois de septembre, le président de la Chambre haute du Parlement a lui aussi exprimé son opposition à toute révision constitutionnelle ou tout simplement à tout changement des constitutions. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous Réplique en or sur votre chaîne de prédilection Mirador Télévision. Sur ces plateaux, M. Jean-Pierre Boka, il est le coordonnateur de la cellule GATT, qui veut dire gagner avec Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir, M. John. Vous ne serez pas seul, vous aurez affaire en face de vous à M. Tamba. C'est un analyste politique et membre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Pépère Déon Sigle, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir et communicateur de la majorité. Merci. Monsieur Tamba, visiblement, les projets de la majorité présidentielle de réviser la Constitution ne fait pas l'unanimité. Et la liste des anti-révisionnistes ne fait que s'allonger. Les derniers candidats, vous avez l'Église catholique derrière votre dos. Vous savez, des mémoires, aucun projet de révision des constitutions n'a fait l'unanimité au monde. Des mémoires. Donc ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas nous surprendre. Nous ne sommes pas dans le monisme, nous sommes dans une société où il y a confrontation de vie, il y a confrontation des idées. Mais la seule chose que nous devons retenir, c'est qu'il n'y a personne qui doit penser que les bonnes idées sont nées dans son cerveau. Quand personne ne peut se permettre de les penser, ni de la majorité, ni à ceux-là qui sont opposants ou qui s'opposent à la majorité, il faudrait maintenant que nous puissions permettre les débats. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il faudrait que nous puissions donner l'occasion au peuple de trancher. C'est un peu ça la démocratie. Il n'y a rien de surprenant. Mais il y a quelque chose de choquant. Des choquants. Ce qui choque maintenant, c'est l'entrée en matière des prélats catholiques. Dans cette... Vous savez, John, j'ai fait des séminaires avec l'ambition de devenir prêtre un jour. Et là, on nous apprenait beaucoup plus les recueillements. On nous disait beaucoup plus comment est-ce qu'il faut transformer la vie des gens. Je ne suis pas prêtre, rassurez-vous. Ça dit, je n'ai pas fini tout l'exercice, mais au moins j'avais commencé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien pour des évêques, en tant que corps, je parle de l'Église catholique, de se remettre en cause pour revenir un peu à leur mission ecclésiastique. Ils sont pris dans leur rôle. Ils ne sont plus dans leur rôle parce qu'ils risquent de perdre la crédibilité. Tenez, M. John, lorsqu'en 2006, nous mettons en place cette constitution, une constitution à première vue, à l'époque, selon leurs propres appréciations, qui serait favorable au chef de l'État, à Joseph Kabila, les évêques s'y sont opposés. Les évêques ont même demandé au Parlement de l'époque que parmi les premiers actes qu'ils devaient poser dans la Chambre basse du Parlement, c'était de revenir sur un certain nombre de dispositions de cette constitution. Ça, ce sont les évêques. La déclaration n'est pas de moi. Il est étonnant de voir aujourd'hui que les mêmes évêques, lorsqu'ils trouvent selon leur appréciation que les textes deviennent à un moment favorable maintenant, ou défavorable plutôt pour les chefs de l'État, selon leur appréciation, qui commencent à soutenir ce qu'ils ont décrié hier. Ça manque de sincérité dans la démarche. Lorsqu'on n'est pas naïf, ça prouve que l'enjeu se trouve ailleurs. Maintenant, moi qui suis acteur politique, respectueux des prélats, respectueux des hommes de l'Église, je me pose maintenant la question. Faudrait-il que je débatte avec l'Église catholique comme je débattrai avec M. Jean-Pierre Boka? Parce que là, je serai dans la politique pure. Et dans la politique, on dit que tous les coups sont permis, même les coups les plus bas. Seront-ils prêts d'accepter les coups qui peuvent venir de l'humble Papi Tamba
où je pense que ça aurait été mieux qu'ils puissent garder une sorte de sainteté de leur organisation. C'est pourquoi moi je suis vraiment, je dirais, fan des États tels que la France, qui dès le début du XXe siècle avaient trouvé la solution à ces problèmes, qui avaient un peu rongé une bonne partie de leur histoire, en consacrant la laïcité dans leur constitution avec une séparation nette de l'Église et de l'État. Parce que je vais maintenant vous dire, en France, un pays où j'ai vécu pendant plusieurs années, si aujourd'hui l'Église catholique pouvait prendre des positions par rapport au débat actuel sur les régionales, où François Hollande propose qu'il puisse au moins connaître, que cela puisse connaître une rallonge l'élection au niveau régional, François Hollande est en train de trouver des mécanismes pour dire que ça risquerait de poser un problème de son organisation en 2015 pour que cela soit organisé, peut-être un an après. Si l'Église catholique devait prendre position en France, ça sera un tollé. C'est-à-dire les peuples français ne comprendraient pas. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Comment expliquer? Les évêques qui sortent d'un lieu, je ne sais pas comment je vais l'appeler, où les papes les reçoivent, les papes leur disent une chose, ils sortent, ils disent autre chose. Le pape a été clair. Laissez les institutions dans votre pays. Vous comprenez? Laissez les institutions dans votre pays. Travaillez pour le compte du peuple congolais et vous consacrez-vous à l'Église. C'est que l'Église lui avait dit. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Pourquoi sortant de là? C'est pourquoi je salue ici le pape François. Je le salue. Pourquoi? Ce matin, il vient de prendre une décision, fait rare au Vatican. Il vient de prendre une décision où lui-même ordonne l'arrestation et les transfèrements en justice d'un évêque à Rome accusé pour des faits d'abus plutôt de violences, ça ne dit pas de violences, de violences sexuelles mineures. Fait rare. Et lorsque j'essaie maintenant de corroborer cela avec les discours qu'il a tenus devant les évêques congolais il y a encore quelques temps, je me dis que peut-être il y a un nouveau souffle au Vatican. Que les évêques comprennent une chose. Nous les respectons. Nous ne voudrions pas les avoir comme adversaires politiques. Alors, M. Tamba, si les évêques avaient caressé la majorité présidentielle en place dans le sens du poil, allez-vous tenir les mêmes discours? Les discours n'allaient pas changer. Nous allions seulement dire aux évêques, consacrez-vous. Vous savez... d'autres hommes de l'Église aussi semblent soutenir la majorité dans ses ambitions de réviser la Constitution. Et là, vous ne tirez pas boulet rouge sur ces gens. Vous n'avez pas entendu la majorité dire que nous applaudissons ces personnes. Vous n'avez pas entendu la majorité le dire. Non, mais qui n'est du mot consent. C'est que nous décrions. Là, vous vous taisez carrément. Non, écoutez, l'interprétation du silence ne peut pas avoir un seul regard. Parce qu'on dit aussi qu'on répond les imbéciles par un silence et je continue. Donc, n'essayez pas de limiter l'interprétation d'un silence. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de vivre une situation où les problèmes des évêques, ou peut-être de certains évêques, n'est plus contre un régime ou contre une organisation politique, c'est carrément contre un individu, la personne du chef de l'État. Et c'est là que ça commence à devenir un peu... ça dérange un peu nos cœurs. Ça dérange nos cœurs. Permettez-moi de finir par là, M. John. Ça dérange nos cœurs, pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous devons entrer en confrontation directe avec les évêques, ça serait légitime. Je pense que les évêques seront les premiers à trouver que nous dépassons un peu les limites. Alors merci beaucoup. Leurs limites. Merci beaucoup, M. Tamba du PPRD, M. Jean-Pierre Boka de l'opposition. Dis-nous, la SENCO est-il devenu un parti politique de l'opposition, à l'instar de l'UDPS, UNC, MLC, consorts? Non, je crois que ce que M. Papi Tamba dit là, en disant qu'il a été au grand séminaire, je n'ai pas dit au grand séminaire, j'ai dit au petit séminaire, moi j'ai pratiquement fait le même parcours. Mais je vois que M. Papi Tamba n'a connu de l'Église sa formation en tant que futur prêtre que les prières et les cantiques. Mais il n'a rien retenu de la doctrine sociale de l'Église. Il n'a pas lu les encycliques des différents papes à travers le temps. Je ne sais pas s'il se rappelle d'une certaine encyclique
Rerum Novarum du pape Léon XIII. Je ne sais pas si c'est rappel d'une autre encyclique appelée Lumen Gentium, lumière des nations, l'Église. Je ne sais pas si c'est rappel d'une autre encyclique du pape Paul VI qui dit Populorum Progressio, où on appelle l'Église à s'engager vis-à-vis des dossiers et des sujets. Donc on appelle l'Église à faire la politique. À ne pas faire la politique. Oui, à faire la politique dans le sens premier du terme. Moi, j'ai fait le grec. Politique vient de polis, veut dire la cité. La gestion de la cité. La gestion de la cité. Que direz-vous de la théologie de la libération, qui dit qu'il faut libérer tout homme et tout l'homme globalement? Mais les églises, nos évêques, nos pères, les évêques, parce que moi je suis catholique, croyant, pratiquant, les évêques ont fait cette déclaration à partir de Rome. Vous connaissez l'église catholique. C'est très discutable aussi. Oui. Hein. Pourquoi avoir choisi Rome? Rome, pourquoi? Parce que ils étaient en visite ad limina apostolorum. C'est une visite qu'on appelle ad limina apostolorum. C'est le pape qui appelle en consultation les évêques d'une partie du monde. Vous savez, l'église catholique congolaise est une grande église, avec un grand chef ecclésiastique qui est le cardinal Mosengo. Vous savez, le cardinal Mosengo, le pape, sur plus de 300 cardinaux que compte le monde, a choisi 8 cardinaux pour l'aider comme proche conseiller à réformer l'église. Parmi ces 8 cardinaux, il y a un certain cardinal Mosengo. Vous voyez le haut niveau intellectuel. Alors l'église catholique, c'est quoi? Peut-être que vous oubliez ce qu'est l'église catholique. L'église catholique a toute la température sociale, politique, économique du peuple congolais. Il y a des églises à Matadi, il y a des églises à Kasumbalesa, il y a des paroisses à Goma, il y a des paroisses au Katanga, il y a des paroisses à Mbandaka, il y a des paroisses à Isiro. L'église catholique est pratiquement une des seules réalités du Congo profond. Ils se rendent compte, ils font le rapport au pape que le pays va à la dérive. Parmi ces évêques, il y a les évêques de toutes les ethnies. Et le pape leur dit, faites une déclaration ad limina apostolorum. Et ils vont le faire devant le tombeau de Saint-Pierre et Paul pour renouveler leur martyre vis-à-vis de la foi de Paul et Pierre. Je ne sais pas, vous du PPRD, si vous n'avez pas compris cela. Ils veulent aller jusqu'au martyre. Alors, ils ont la température, ils ont eu la température de tous les pays. C'est déjà un référendum. Ils savent qu'à Matadi, ce qu'on pense, ce qu'on pense au Kasaï, ce qu'on pense au Katanga, ils ont toute la température. Ils se disent que le peuple congolais, qui est dans la misère, le peuple, le vrai peuple, pas le peuple mfumbwa de Tata Kabila nanu totondi yote, posa nanu nanu utilité comme mfumbwa, même Kabila n'est pas un mfumbwa, même mfumbwa papa yakango. Pas le peuple de flatteurs, mais le peuple réel, le peuple des évêques, le peuple de nos paroisses. Et ils prennent la décision de se retirer de la commission pour l'intégrité et la médiation électorale. Et dimanche, j'étais à ma paroisse. Ils ont sensibilisé les adeptes, les fidèles catholiques, les vrais, surtout. Mais n'est-ce pas là confondre les lieux? Au lieu de lire la Bible, les messages, la lettre des évêques a été relayée dans toutes les paroisses. C'est pas sérieux, monsieur Bouka. Non, parce que l'heure était grave. Ils ont senti qu'on ne devait pas suspendre le destin de tout un pays, l'avenir de tout un pays au destin d'un seul individu. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait le danger. Parce que la constitution actuelle était l'œuvre d'une cohésion, d'une concertation, des accords de Sun City. Et qu'on voulait nous ramener, on voulait ramener ce peuple que les évêques aiment tant, dont ils ont la vraie température, à l'éclatement. C'est pourquoi ils ont dit non. Il n'y a pas seulement les évêques.
Il y a aussi la communauté internationale. Obama a envoyé ici son secrétaire d'État, la troisième personnalité des États-Unis, pour dire pas question de révision constitutionnelle. C'est la plus grande puissance du monde. Rumsfeld l'a envoyé d'Obama ici, dans la communauté des Grands Lacs, l'a dit. L'Union européenne, même les membres de la majorité présidentielle, vous avez vu une certaine Tokwaoulu qui le dit. Vous avez vu les membres du MSR. Vous avez vu même Olivier Kamitatu ici. Olivier Kamitatu que vous voyez ici. Olivier Kamitatu. Dans le journal, dans une revue internationale, Notre Afrique. Olivier Kamitatu est le président du réseau libéral africain. Olivier Kamitatu dit quoi? À Ouagadougou, nous avons notamment rappelé l'une de ces résolutions adoptées à Kinshasa en 2011 qui dénonce les arrangements constitutionnels aux fins de s'accrocher indéfiniment au pouvoir. Ça, c'est Olivier Kamitatu. Et pour terminer, mais pour terminer, je vais vous dire, jusqu'à quand on doit tirer cette constitution par le bas? À un moment donné, on a vu qu'il y avait un individu qui n'avait pas l'âge, parce que pour être président de la République, il fallait avoir 40 ans. On a supprimé l'âge 40 ans. Il fallait des études, on a supprimé les études. Il fallait un débat, parce qu'entre deux candidats, il faut c'est du jamais vu au monde. En RDC, on peut être élu sans que le peuple sache ce que vous pensez. On a supprimé le deuxième tour pour éviter ces débats. On a supprimé les débats. Merci, je vais terminer par là. Oui, merci. On va terminer par là. Il faut éviter les flatteurs. Regardez le cas d'Obama. Obama, les Américains ont cherché à attraper Oussama Ben Laden. Pendant 12 ans, ils ne l'ont pas attrapé. Obama l'a attrapé, l'a tué et l'a jeté au fleuve. C'est son dernier mandat. On ne pose même pas le problème de savoir est-ce que Tata Obama, pour sa nationalité, continue à... Merci, non. M. Boka de Je crois qu'on doit cesser à niveler ces pays par le bas. M. Papitamba, M. Boka de l'opposition a dit des choses. Je vous donne la parole, ça sera juste pour réagir. Je pense qu'il aurait été souhaitable que M. Boka porte une soutane. Je parlerai mieux avec lui sur ce terrain-là qu'un homme politique. J'ai vu M. Boka parler comme un évêque, et peut-être plus éloquent que certains évêques. Il a dit qu'il a été au grand séminaire. C'est pourquoi je suis en train de dire que ça me met un peu mal à l'aise, parce que moi je veux faire un débat politicien avec des hommes politiques. Des hommes politiques qui ne viennent pas seulement dire ce que les autres pensent, mais qui peuvent aussi dire ce qu'eux-mêmes pensent. Parce que ce qui est dans notre pays comme problème, la réalité c'est quoi? La réalité c'est que notre constitution offre une situation très complexe aujourd'hui en matière électorale. Il y a une absence totale de justice électorale. Puisque les personnes ne peuvent être en place que par les élections, alors il est important que les cycles électoraux soient assainis. Or, M. John, 2006, nous organisons une élection présidentielle et une élection législative. 2007, nous organisons des élections des institutions provinciales et du Sénat. Coup d'arrêt. Pas d'élection locale, ce qui devient un déni de notre propre décentralisation. Il y a eu des tractations pour la mise en place de la CENI, vous connaissez l'histoire. La CENI va être mise en place ou installée au mois de mars 2011. Il restait 8 mois avant les élections du mois de novembre. L'opposition vient pour dire que non, voilà, nous n'allons pas régler d'abord les déficits, allons à l'élection présidentielle, parce que c'est ça leur problème. On a beau leur dire qu'il n'est élu dans ces pays pas seulement que le président de la République, mais doit aussi être élu le bourgmestre. On a un peu cédé, permettez-moi l'expression entre guillemets, à leur caprice. Nous sommes à l'élection présidentielle. Encore l'élection législative. Encore un coup d'arrêt pour des raisons que vous connaissez et les raisons qui viennent toujours de part et d'autre. En 2013, fin 2013, début 2014, on réinstalle la CENI dans la nouvelle configuration telle qu'il est voulu. Ils disent à la CENI, non, n'organisez pas les élections locales. La CENI présente un calendrier d'organiser les élections locales en 2015. Et pour cela, cela va nécessiter la révision de quelques articles de notre Constitution. Pourquoi?
Parce que vu que nous devons faire les choses de façon accélérée et faire des économies, la CENI propose un schéma. Voilà le débat. Il pourrait démontrer dans ce schéma-là pour dire qu'à la CENI, voilà notre alternative ou notre alternance, voilà ce que nous pourrions proposer. Directement, qui est demandé? Joseph Kabila. C'est comme s'il veut être bourgmestre partout. La tête de qui est réclamée? C'est la tête du chef de l'État. Et on commence à sentir un déferlement de procès d'intention pour celui qui n'a encore rien dit. Pour celui qui a un mandat qui court. Or, en 2014, c'est quoi la situation? La situation en 2014, c'est que nous avons un chef de l'État qui a un mandat qui court. Nous avons la Chambre basse du Parlement qui a encore un mandat qui court. Mais en 2014, nous n'avons encore organisé aucune élection locale. Voilà la situation. En 2014, nous avons des institutions provinciales et les Sénats sont en dépassement de mandat. Ces deux problèmes-là, qui sont des problèmes réels, ne préoccupent pas ces gens-là qui se livrent dans l'anticabilisme primaire avec certains discours. Mais c'est beau qu'à pour finir. La théocratie, tout ce que vous avez cité, ça a mené le monde vers une dérive que les États où ces choses se sont tenues, ce sont ces États-là qui ont dit à l'Église stop. Ces choses ne se sont pas tenues en République démocratique du Congo. Lorsqu'en France, je vous ai posé des cas précis, je vous ai parlé de la France et je vous parlerai même de l'Italie, qui est une autre tradition où même Vatican se trouve au sein de l'Italie. La position de Vatican se limite à Vatican. Dans les débats qui animent les hommes politiques italiens, même le pape qui est en pleine Italie n'intervient pas. Les dire, ce n'est pas inciter un prélat parce que vous savez ce que vous êtes en train de chercher. Vous êtes en train de chercher à ce que vous savez, nous sommes des spécialistes pour tirer aussi sur les hommes politiques. Nous savons le faire parce que c'est ça les débats, c'est ça la réalité de la politique. Nous savons recevoir des coups comme nous savons en donner. Vous voulez nous amener à un point où un jour je vais venir devant vous, John, je vais dire, écoutez, cette émission, je viens maintenant tirer sur l'homme Monsengo. Or, sur l'homme Monsengo, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais si le prélat Monsengo, j'ai un peu d'égard. S'il vous plaît, M. Boka, si vous voulez faire... Merci de nous épargner ce genre de débat. Non, il ne faut pas qu'il nous amène à ce niveau-là. À ce jour, nous avons encore la retenue. Nous nous retenons. Nous demandons à nos amis d'être conséquents. Un prêtre qui veut faire la politique, il enlève sa soutane. Il adhère par exemple dans le mouvement de Jean-Pierre Boka en tant que citoyen. Mais il ne peut pas porter sa soutane et faire la politique. Les États de toute l'époque de la théocratie que notre ami Jean-Pierre Boka est en train d'évoquer ici, on dit stop à ces prélats. Et nous ne devons pas permettre à ce que nos prélats ici aillent se courber derrière, plutôt devant qui? Devant les colonisés. C'est une façon de passer un message au monde que les Congolais, après 54 ans de leur indépendance, ne sont pas capables de gérer seuls leur destinée. Quel est ce message qu'ils portent? Et les débats aux États-Unis d'Amérique, je pense avoir fait une émission sur vous aussi. Il y a un sénateur américain. Vous savez, M. Boka, la Constitution américaine a 225 ans. Pendant 162 ans, 163 ans exactement, la Constitution américaine permettait la réélection d'un président au-delà des mandats. C'est alors que Franklin Roosevelt était élu 4 fois. C'est seulement depuis 63 ans que cela a été consacré par le deuxième amendement de consacrer le nombre de mandats présidentiels à 2. Deux anciens présidents américains ont déjà engagé les débats pour encore réformer l'article et le 22e amendement. Le président Clinton et le président Ronald Reagan. Aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, c'est un sénateur américain qui pose encore les problèmes. Vous ferez mieux seulement de vous renseigner. Et on ne les traite pas de tous les mots. Hein. C'est ça, il dit, il ferait seulement mieux de se renseigner. Monsieur Boka, une dernière réaction avant qu'on passe au second thème. Je crois que nous devons maintenant faire un effort de hisser aux plus hautes fonctions de l'État des grands cerveaux, des Nelson Mandela. Quand on a pris au pouvoir et qu'on cherche à s'y éterniser au détriment du bilan qu'on présente, il y a 94% de chômeurs dans notre pays. Ce n'est pas moi, Boka, qui le dit. C'est le rapport, le dernier rapport
des indices du développement humain du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Et Olivier Kamitatou lui-même le dit. Non mais vous insistez. Non, je pas. Parce qu'Olivier Kamitatou... Là, vous répétez. Olivier Kamitatou n'est pas de l'opposition. Olivier Kamitatou a été ministre du Plan. Okay, il a été président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous pouvez... Hein, madame? Non, pas la peine. Je ne sais pas si vous pouvez... Non, pas la peine. Filmer. Pas la peine. C'est pas moi qui cite, c'est Olivier Kamitatou. Ouais, pas la peine. Qui dit le chômage... Là, vous répétez. Non, laissez un peu. Non, vous l'avez déjà dit. Le chômage n'est pas sur la lune. L'Église se meut parmi les peuples congolais. Il y a la rentrée scolaire maintenant. Mais il y a les écoles catholiques. L'Église catholique organise des écoles. L'Église catholique organise des hôpitaux. L'Église catholique organise des menuiseries. L'Église catholique et l'Église en général est dans le peuple. Et quand le peuple a faim, quand le peuple est dans la misère, il va voir les pasteurs, il va voir les prêtres plus que les hommes politiques. Ils ne vont pas voir le bourgmestre, ils ne vont pas voir le ministre, ils ne vont pas voir le général, ils vont voir le pasteur et le prêtre. Parce que le pasteur et les prêtres connaissent la misère du peuple, la réalité du peuple plus que vous les hommes politiques. Et ils ont dit, j'ai vu la misère de mon peuple, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Alors, c'est qu'eux veulent. Ils ne veulent pas qu'on brûle le pays, parce que ce pays n'appartient pas à Kabila. Ce pays n'appartient pas au PPRD. Ce pays n'appartient pas à l'AMP. Ce pays appartient à tout le monde. Parce qu'il y a eu des guerres qui ont été conduites, provoquées parce qu'il y a des gens qui ont cherché à s'éterniser au pouvoir. L'AFDEL est arrivé parce que Mobutu a cherché à s'éterniser au pouvoir. Et il y a eu tout ça. Il dit ceci. Après toutes les guerres, après toutes les guerres et tribulations connues en République démocratique du Congo, nous sommes persuadés que les citoyens et les hommes politiques qui aiment vraiment ce pays, autant que nous tous les évêques, éviteront d'engager la nation dans une voie sans issue. Ils ont toute la situation, plus que ceux qui disent « Tata Kabila n'a nous totondiote, Tata Kabila pour ça n'a nous hostilité ». Eux, ils ont la vraie réalité du pays. Mais je vous ai parlé du tollé général, même sur le plan international, même sur le plan national, même sur le plan de la société civile. L'Église catholique qui n'est pas rien, qui est représentée sur toute l'étendue de la République. Quel référendum vous allez organiser pendant que toute la situation est au rouge et on vous le dit, si ce n'est qu'un besoin de tricher comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vais terminer par là. Oui, merci. Vous avez vu, en 2011, vous avez organisé les élections avec les résultats que vous connaissez. Tollé général sur le plan international, élections non crédibles, ces résultats ne sont ni conformes à la vérité ni à la réalité. Et on a été obligé d'aller prêter serment dans un camp militaire. Et quand on a publié les résultats, Kinshasa ici, où il y a les Bas-Congo, les Bas-Swahili, les Bangala, les Baluba, Kinshasa, on a tiré des coups de feu parce que le peuple brûlait des pneus. Et on veut encore rempiler pendant que toute la situation est au rouge et qu'on vous le dit. Mais nous voulons dire ceci. Kabila ne doit pas se taire. Il doit se prononcer. Je vous donne un exemple, je vais terminer par là. En République centrafricaine, Madame Catherine Samba Panza, qui est présidente de la transition, et la constitution de la transition lui interdit de briguer un mandat. Elle s'est prononcée il y a 2 semaines pour dire « Je respecterai la constitution de la transition, je ne me présenterai pas ». Devant tout ce qu'on dit, Kabila ne dit rien. Merci beaucoup, M. Bouka. Lui, les garants de la Constitution, beaucoup, il ne dit rien. Et nous disons qu'il ne dit mot consent. Merci beaucoup, M. Bouka, coordonnateur de la cellule GATT, gagné avec Étienne Tshisekedi. M. Papi Tamba du PPRD, vous allez certes réagir, mais j'ai fait avancer les débats. Comme pour relayer les évêques de la SEMCO, le président du Sénat, lui aussi s'est exprimé. Et il n'est pas favorable à la révision constitutionnelle. Il n'est même pas favorable au changement des constitutions. Comment allez-vous décrypter
le discours du président du Sénat, Léon Kengo Adondo, lors de la rentrée parlementaire. Voilà, vous m'amenez sur un terrain où je suis plus à l'aise. Ah, merci beaucoup. Plus à l'aise parce que là, maintenant, je vais débattre avec un homme politique. M. Boka peut-être pourra nous clarifier sa position. On saura s'il est porte-parole à Senko ou il est plus prélat qu'acteur politique. Mais maintenant, là, je vais seulement dire au président du Sénat, qui est opposant, que premièrement, je comprendais sa position. Nous sommes en démocratie. Oui. Je comprendais sa position, sa prise de position. Nous n'attendons pas. Il a donné son avis. Nous n'attendons pas à ce que l'opposition fasse la politique de la majorité. Mais en même temps, sur le plan rationnel, je dis qu'il a tort. Il a tort parce que le président du Sénat ne lui donne pas le droit de se substituer à la Constitution. La Constitution dit qu'en matière d'abord de la révision constitutionnelle, 4 différentes organisations ont l'initiative. Premièrement, le gouvernement, qui siège en Conseil des ministres, le président de la République en tant qu'institution, les peuples par une pétition de 100 000 personnes, et même au niveau du Parlement, faudrait-il parler de 2 chambres du Parlement. Lui n'a pas qualité, lui, le président du Sénat, n'a pas qualité d'arrêter ou de soustraire de notre Constitution cet article. Lorsque le gouvernement a siégé le 9 juin 2014, le gouvernement siège en conformité de la Constitution pour proposer les 5 articles à révision. Le président du Sénat, qui, à la fermeture de la session parlementaire au mois de juin, a fait un discours. Dans son discours, il a dit aux sénateurs, aux honorables sénateurs, de se préparer, vous comprenez très bien ce que je veux dire, de se préparer au débat sur la révision de la Constitution, conformément, je dis bien conformément à la réunion, c'est-à-dire au Conseil des ministres du 9 juin 2014. Mais pourquoi cette volte-face du président? J'en arrive. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il n'y a eu aucun acte, je dis bien aucun acte au niveau de la Chambre haute du Parlement qui pouvait se passer pendant les 3 mois de vacances parlementaires. Il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a pas eu de session extraordinaire. Lorsque on se prononce d'une certaine manière à la fermeture d'une session et qu'à la rentrée de la session, on essaie de se contredire, les gens qui ne sont pas naïfs se poseraient des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Or, pendant ces 3 mois, au pays, il s'est passé quelque chose sur le plan politique. Ce sont les tractations. Les tractations sur le plan politique par rapport au gouvernement de cohésion nationale. Et nous savons que dans les rangs de l'opposition, celui qui était au présidium s'appelle Léon Kengo Adondo. Je dis bien au présidium, la partie de l'opposition était représentée par Léon Kengo Adondo, le présidium de concertation nationale. Nous savons que c'est lui qui était au premier rang, dans les rangs de l'opposition, pour piloter ou mener cette histoire de l'entrée des membres de l'opposition au niveau du gouvernement. Donc vous voyez maintenant que ça devient, ce n'est plus un secret de polichinelle, ça devient des enjeux politiques qui se règlent à un certain niveau. Les peuples congolais doivent seulement cesser d'être naïfs. Les peuples congolais ne doivent pas être ces peuples-là qu'on doit utiliser pour montrer sa bonne volonté alors que l'enjeu est ailleurs. Je suis toujours contre ceux qui veulent prendre des Congolais pour des moutons. Je suis toujours contre. Donc ce que je déplore dans sa démarche, c'est la sincérité. Parce que si le plan rationnel... Vous dites qu'il n'est pas sincère. Mais si le plan rationnel, je vous le dis, que il ne lui appartient pas d'interdire une disposition que la Constitution permet. Deuxièmement, il ne peut pas dire une chose à la fermeture de la session et dire le contraire à l'ouverture s'il ne s'est rien passé pendant ces 3 mois. Personne ne va me dire qu'il a été visité par les Saints-Esprits pendant ces 3 mois. Je reviens à vous, M. Tamba. Je prends d'abord M. Boka de l'opposition. M. Boka, comment expliquez-vous que les présidents du Sénat utilisent une tribune institutionnelle pour faire passer un message tout à fait à titre individuel? Le message de M. Léon Kengo Adondo, président du Sénat, n'est pas un message personnel. Kengo Adondo ne s'est pas présenté, ne s'est pas prononcé en tant qu'individu Kengo Adondo. Ce n'était pas un discours, un speech à l'occasion de l'anniversaire de la fille de Kengo Adondo.
Ce n'était pas un discours à l'occasion du parti politique de Kengo Adondo ou de l'opposition républicaine. C'était au perchoir du Sénat, au lieu de la démocratie. Mais justement, c'est là qu'il y a anguille sous roche. Justement. Pourquoi utiliser les perchoirs pour faire passer ces messages? Il n'a pas utilisé le perchoir. À ce stade... D'autant plus que le Sénat n'est pas encore saisi sur cette question. Non. Il a prononcé un discours en tant que président du Sénat. Ce n'était pas l'anniversaire de la fille de Kengo Adondo. Ce n'était pas à l'occasion de Yakupanza Matanga, Yabokilo, Yakengo. C'était en tant que président du Sénat et au retour des vacances parlementaires des sénateurs. Chaque sénateur, chaque parlementaire qui va en vacances parlementaires dépose le rapport de ses vacances parlementaires auprès du bureau ou de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Kengo Adondo a eu rapport des vacances parlementaires des sénateurs. Et là, il ne se prononce pas en tant que Kengo, individu, mais en tant que président du Sénat, ayant compulsé les rapports des sénateurs en vacances parlementaires. Et il a dit la vérité, la situation de tout le peuple congolais. Et il vous souviendra que les sénateurs représentent les provinces. Kengo vous présente la situation des provinces, que le peuple ne veut pas de cette modification constitutionnelle. Le peuple vous le dit. Non, Kengo ne prétendait pas parler au nom du peuple, M. Boka. Non, Kengo le dit en tant que président du Sénat, oui, représentant du peuple. Représentant les sénateurs qui représentent les fonds. Il a parlé comme président des concertations, comme juriste et comme acteur politique. Il ne prétendait pas parler au nom du peuple. Non. S'il vous plaît. Là, le discours, c'était comme président du Sénat. Il a eu les rapports, il a dit. Donc, s'agissant de cette question de la révision constitutionnelle. Il le dit, qu'il ne faut pas briser les équilibres issus de Sun City. C'était de longue haleine, après des guerres. Donc, on veut conduire les pays en cours à la guerre pour la survie d'un seul individu sur le plan politique. Kengo le dit, les évêques le disent, Obama le dit, Russen Feingold le disent, la société civile le dit. Alors, je dis ceci, en réalité, Kabila est en train de faire un troisième mandat. Le premier mandat, c'était de 2001 à 2006. Deuxième mandat, de 2006 à 2011. Et le troisième mandat, c'est ce mandat de 2011 à 2016. Maintenant, s'il sollicite un mandat, ça sera un quatrième mandat. Je vous ai dit, on a suffisamment modifié cette constitution pour faire plaisir à un individu. On a supprimé l'âge. Parce qu'il fallait 40 ans. Là, vous vous répétez. On a supprimé. C'est important de le répéter. Non, vous répétez. On a supprimé l'âge. Évoluons, s'il vous plaît. Le niveau d'études, on a supprimé. Évoluons. Le débat. Parce que partout, il faut qu'il y ait un débat entre les deux derniers. On a supprimé les débats. Il n'y a pas de débat entre les candidats. On a supprimé le deuxième tour. Le débat n'est pas constitutionnel. Hein. Le deuxième tour, mais on a vu en France même une femme, hein, Ségolène Royal. Il a fait un débat avec Sarkozy. Pourquoi chez nous ici, il n'y a jamais de débat? Quand il arrive les débats, non, on va sauter sur le cou de quelqu'un, il faut éviter les débats. Donc, jusqu'à quand on va niveler cette constitution par le bas à la dimension d'un régime? Non, je dis ceci, on ne peut pas modifier la constitution seulement pour faire plaisir aux individus, pour qu'il y ait conservation du pouvoir. Je vous ai dit, vous avez connu le cas de Nelson Mandela. Nelson Mandela, mais il n'avait pas besoin d'être président de la République pour être célèbre. Il a fait 4 ans. Réellement, Nelson Mandela, qui n'a pas ça, Nelson Mandela, et s'il a quitté. Mais il est parti. Même son cadavre, les gens ont eu envie de son cadavre. Mais est-ce qu'on peut en dire de certaines personnes, si aujourd'hui on leur enlevait le pouvoir, qu'est-ce qui leur resterait sur le plan? Merci beaucoup, monsieur. Je vais terminer par là en disant, faisons attention, ce pays nous appartient. Personne n'interdit à l'AMP de présenter un candidat, comme l'a dit l'Église. Personne n'interdit à Kabila de présenter un dauphin. Mais quand on limite les mandats, le peuple congolais qui est allé en référendum
a lui-même décidé qu'on ne peut même pas organiser un référendum concernant la modification de... Mais pourquoi? Il reste encore quelques mandats gagnés, tels que vous le savez, quelques temps, au lieu de se mettre. Nous avons 94% de chômeurs. Au lieu de nous réduire à 20% de chômeurs, on commence déjà à penser à modifier la constitution pour ça, et tout ça. Merci beaucoup, M. Boka. Le peuple congolais... Mais c'est en bas du PPRD. Ah, c'est le PPRD. Il y a un tollé général. Merci beaucoup. Le PPRD ne se sent pas un tout petit peu esselé dans cette démarche de réviser la Constitution. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ne pensez-vous peut-être pas à jeter l'éponge? Au contraire, le PPRD se sent encore plus fort parce que le PPRD affronte ou brave la haine. Parce que même au sein de la majorité présidentielle, il y a des sons discordants. Les PPRD se sent encore plus fort parce que les PPRD bravent la haine contre un individu. Jusque-là, à ce stade du débat, nous parlons de la révision des 5 articles de Constitution pour les primaires. Rien à voir avec l'article 220. Absolument rien, ni sur la personne du chef de l'État. Vous l'aurez remarqué que M. Jean-Pierre Boka, qui a plusieurs fois pris la parole, ne s'est jamais prononcé sur ça. Son problème, c'est seulement la tête de Joseph Kabila, qui ne fait pas débat. Voilà les genres de situations auxquelles nous sommes confrontés au niveau du PPRD. John, si vous avez pour habitude de laisser la haine prospérer, il y a des gens qui refusent à ce que la haine prospère. Les débats en 2014 aujourd'hui, et même lorsque nous parlons de la révision de la Constitution, c'est un débat sur les articles de la Constitution. Non, ne me prêtez pas des intentions, s'il vous plaît. Je ne vous prête aucune intention. Peut-être à force d'écouter les intentions qu'on prête aux autres ici, vous pensez peut-être que j'essaie des fois d'avoir aussi c'est ça un effet d'entraînement. Non. J'essaie seulement de vous dire les choses. Que lorsque nous parlons de cette révision, je vous ai dit qu'en 2014, les problèmes, c'est que nous n'avons aucune organisation locale organisée. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, je vous ai parlé des institutions provinciales et sénatoriales qui sont en dépassement des mandats, et je me suis limité là, depuis le début. Mais, curieusement, lorsque mon adversaire prend la parole, il nous amène là où il n'y a pas de problème en 2014. Est-ce qu'en 2014, y a-t-il un problème de dépassement du mandat du chef de l'État? Est-ce qu'en 2014, Joseph Kabila n'a-t-il pas le droit de continuer à diriger la République démocratique du Congo? Sinon, il ne prendrait pas la parole ce soir à l'ONU. Si nous voulons tout simplement faire la politique sans haine, résolvons les problèmes où ils se trouvent. Ça, c'est ça que nous commençons à déplorer. Joseph Kabila n'a pas fait du mal aux Congolais pour que certains Congolais aujourd'hui commencent à trouver que sa tête devient une tête qu'on doit vendre aux enchères. Pour revenir à ce qu'il a déclaré au début, j'ai dit que les églises, par là c'est même l'église catholique, avec la logique de la théocratie, cette logique-là a déjà été arrêtée et stoppée par les États où se sont déroulés ces crimes-là. Ou c'est fait plutôt. Mais le Christ lui-même qui est un modèle, c'est quelqu'un qui a été tout le temps avec la population, qui avait la température de la situation de la société. Mais lorsqu'on lui pose une question majeure, comment il devait prendre des positions en tant que prélat de l'époque, il a été clair. À Dieu, ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. Quand vous m'avez posé la question sur le président du Sénat, je vous ai dit que là, je suis à l'aise de répondre. Je ne suis pas à l'aise de parler politique avec des prélats qui portent une soutane. Ça ne m'arrange pas trop. Alors, maintenant, vous avez entendu M. Boka ici nous dire que le président du Sénat qui avait tenu un discours à la fin des vacances parlementaires va se dédier à la rentrée et pendant ces 3 mois, il a reçu les rapports des sénateurs. Vous avez entendu M. Boka dire ça? Oui, rapport des vacances. Je les tiens responsables de ces propos. Maintenant, je lui dis d'aller vérifier au Sénat parce qu'il le sache que le Sénat est majoritairement MP, majorité présidentielle. Et qu'il le sache aussi qu'une loi que la MP veut faire passer au Sénat parce que nous sommes majoritaires, ce n'est pas le président qui a qualité de les bloquer. Alors qu'il aille se renseigner pour ne pas faire la politique en fait de mentir continuellement aux Congolais pour noyer les poissons. La vérité est que le président Kengo joue sa carte personnelle. La carte peut-être de ses siens, de ses amis, sur le plan politique, mais en utilisant la position qu'il occupe
pour essayer de jeter les pavés dans la mare. Peut-être il a cherché par là une sorte d'incident. Mais la majorité qui est toujours soucieuse de l'apaisement des choses, qui est soucieuse de la cohésion. Le président, camarade président Obemina, qui est venu prendre la parole tout de suite après lui, n'a même pas pipé mon ça. Il a calmé les choses. Et dans les médias, la majorité aujourd'hui continue à calmer les choses. Nous ne sommes pas des agitateurs, nous faisons de la politique. Vous n'êtes pas des pyromanes. Nous ne sommes ni des pyromanes ni des agitateurs. Faire de la politique, c'est suivre la voie de la raison. De voir comment est-ce que le peuple congolais doit aujourd'hui comprendre. Et là, peut-être, je vais finir par là, John. Oui, merci. Vous savez, des gens qui font l'agriculture, ils le savent. Ils savent que les mauvaises graines, ils savent que les mauvaises herbes, généralement, ont pour mission d'étouffer les bonnes herbes, en fait de croître. C'est pourquoi quand nos mamans font l'agriculture, ils commencent par enlever des bonnes herbes pour laisser des bonnes herbes. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons dans ces pays une chose qui devient dramatique. On tire sur qui? On tire celui qui fait les ménages. Dans ces pays aujourd'hui, nous observons une chose qui devient hallucinante. Ça veut dire quoi? Vous trouvez quelqu'un qui arrive, qui trouve de la saleté. La personne trouve de la saleté, commence à faire les ménages, et c'est celui qu'on tire, même pour des choses qu'il n'a pas faites. Même là où il ne se prononce pas, même là où il n'y a pas de problème à son niveau, c'est celui qu'on tire. Cette haine qui devient viscérale, si la personne de Joseph Kabila ne peut pas laisser les kabylistes insensibles. C'est pourquoi nous l'avons toujours dit et répété, M. John. Lumumba, notre héros national, il n'a pas eu la vie sauve. Vous savez pourquoi? C'est parce que Lumumba a manqué de gens comme Papi Tamba. Ah bon? C'est-à-dire, il n'y avait pas, quand on racontait des histoires sur Donc maintenant, c'est la loi du talion. Hein? Quand on racontait des histoires sur Lumumba, il n'y a pas eu de gens pour défendre Lumumba. On a menti beaucoup de choses. On a présenté devant le peuple congolais comme étant les monstres qui ont mené notre pays vers la dérive. Les communistes. Mais aujourd'hui, des gens doivent le savoir que Joseph Kabila a des gens tels que Papi Tamba et de nombreux autres kabylistes qui ne permettront pas à ce que les mensonges, la haine des autres puissent prospérer. Merci beaucoup. Monsieur Bouka, Léon Kengo a donné juste sa carte personnelle tout en utilisant sa position du président du Sénat, a dit Monsieur Tamba. Là, c'est mal connaître le fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Vous savez, partout au monde, les sénateurs sont des gens posés. Pour devenir sénateur, il faut plus de maturité que pour devenir député. Et au Sénat, je vous rappelle, M. Papi Tamba, il y a plus de 5 anciens premiers ministres et anciens premiers commissaires d'État. Il y a des anciens procureurs généraux de la République. Il y a des anciens premiers présidents de la Cour suprême. Il y a des anciens ambassadeurs. Il y a des anciens ministres. Il y a des anciens généraux au Sénat. Et le bureau du Sénat, ce n'est pas le discours de Kengo en tant qu'individu. Ce n'était pas l'anniversaire de sa belle-mère qu'il a prononcé ce discours. C'est le discours du Sénat. Et le bureau du Sénat a comme premier vice-président un membre du PPRD. Et les autres, le deuxième vice-président, ne sont pas de l'opposition. Quand vous dites que nous tirons sur ceux qui font les ménages, que nous faisons une sorte de radicalisme, la haine, non. L'intolérance. Est-ce que, quant à la DGDA avec un Déo Ruiz, ça marche? Nous allons dire que ça ne marche pas. Nous, quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons le remplacer par quelqu'un, tout simplement parce qu'il porte un moniéré. Quand il y a l'INPP, l'homme, je ne sais pas comment il s'appelle, là, gère bien, nous allons seulement le remplacer par quelqu'un qui porte un moniéré. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans le PPRD. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Il y a aussi des fanfarons. Mais il y a quelques-uns qui sont des grands messieurs. Et qui, même aujourd'hui, s'il y a un changement du régime, ils auront droit à continuer à gérer ce pays. Parce que ce sont des fils de ce pays. Je reviens pour vous dire, quand vous dites le Sénat, mais c'est bien sûr. Et quand vous dites que l'AMP est majoritaire, mais ça donne encore plus de poids à ce que Kengo dit, puisque c'est après les retours des vacances parlementaires. Les sénateurs qui sont en majorité de l'AMP font un rapport de leurs vacances parlementaires au président du Sénat, qui en fait une compilation et prononce un discours pour vous dire que le peuple ne veut pas de ça.
Même vos gens du peuple, vous avez vu Tokwaoul qui a eu le pouvoir, qui a eu le courage de le dire. On ne peut pas suspendre le destin d'un pays à l'avenir d'un individu. Autorité morale soit. Alors je vais dire, parce que lui parle plus, non, pas plus que moi. Quand il dit qu'ils ne se sont pas prononcés, mais vous avez vu un livre ici, d'un nombre qui n'est pas, qui a une grande fonction, c'est de peu perdre. Si Kabila ne reste pas au pouvoir, l'inanition du pays. On voit des gens dire, Tata Kabila n'a pas de pour ça n'a pas hostilité. Ça c'est rien. Je vous dis ceci. Le peuple congolais, comme l'ont dit nos pères les évêques, qui connaissent bien la réalité du peuple congolais, parce que le peuple congolais va se confier aux pasteurs et aux prêtres, parce qu'ils ont des difficultés pour la rentrée scolaire, ils ont des difficultés pour payer les loyers, ils ont des difficultés avec les maigres salaires, et ils vont chez leurs prêtres et leurs pasteurs le leur dire. Et les pasteurs vous le disent par obligation, 94% des chômeurs. Il faut que cette situation stoppe. Il faut une alternance. Je vais terminer par là. Il ne faut pas pour qu'il y ait alternance. On dit qu'on ne doit pas brûler les pays, parce qu'il ne faut pas pour qu'il y ait l'alternance, les autres soient obligés, alors que c'est réglé par la Constitution, qu'on ne peut pas se représenter, que les autres soient obligés d'entrer en rébellion, ou bien de faire un coup d'État, ou bien d'aller par des assassinats, ou bien d'aller par des rébellions. Non. On dit que le mandat termine, ne brûlez pas le pays, parce que ceux qui porteront la responsabilité de brûler le pays, c'est ceux qui auront voulu à se maintenir au pouvoir, au détriment même de la Constitution. Disciplinez-vous s'il vous plaît. Une réaction quelques minutes avant que je ne vous redonne la parole pour la conclusion. Vous savez, je crois que je me ferai le devoir d'accuser M. Jean-Pierre Bouka ou des autres amis de son acabit au prélat catholique. Je crois que je dois aussi faire une lettre ouverte pour vous accuser, parce que vous voulez pousser aux gens de la majorité de prendre la Synco comme un parti politique et de commencer à tirer sur elle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Quand nous évitons ces débats-là, restez vous-même homme politique, parlez avec moi. Vous avez bien des idées avancées. Par rapport, je dis bien, au débat sur la révision de la Constitution qui parle de 5 articles, qui ne parle pas de Joseph Kabila. Combien de fois on va les répéter ici? Que dites-vous comme idée que vous proposez pour les élections locales dans notre pays? Pour les institutions provinciales qui sont en dépassement des mandats. Voilà le débat aujourd'hui en 2014. Faudrait-il les laisser comme tel jusqu'en 2016, de manière à ce qu'ils puissent faire 9 ans de mandat? Faudrait-il organiser une 3e élection présidentielle sans une seule élection locale? Vous ne dites rien. Par rapport à cette matière, tout ce qui vous intéresse, c'est de nous parler des choses dont nous ne sommes pas invités aujourd'hui pour parler. Et depuis le début, je n'ai pas fait allusion à ça. Qu'est-ce que vous avez comme problème contre celui qui fait les ménages dans ces pays, qui trouve la saleté, qui vient faire les ménages? Pourquoi chercher toujours à arracher aux Congolais les bonnes personnes qui jouent un bon rôle dans l'histoire de leur pays? Dites-nous quelque chose, que l'opposition, encore vous aimez le mémorandum, proposez-nous ce que vous pensez de comment résoudre les problèmes des élections locales. Qu'est-ce que vous pensez pour résoudre des élections sénatoriales? Vous gardez le reste pour la conclusion. Monsieur Jean-Pierre Bouka, je vous donne la parole, ça sera votre conclusion par rapport à la révision constitutionnelle qu'on a abordée ce soir sur fond de la lettre des évêques et du discours du président du Sénat, Léon Kingwa. Je crois que les évêques ne sont pas n'importe qui. Le cardinal Mosengo a été désigné par le pape, parmi les 8 cardinaux, parmi les 300 cardinaux, à être conseiller du pape. On ne devient pas pape comme on devient ici dans vos pouvoirs. Le pape ne triche pas. N'importe qui ne peut pas devenir pape. Mosengo peut devenir pape parce qu'il est cardinal. Il remplit les conditions sur le plan du profil, ainsi de suite. Il est parmi les 8 cardinaux désignés. Ce n'est pas n'importe qui. Et quand il se met à réfléchir, quand il reçoit les rapports de tous les diocèses du pays, le rapport que vous n'avez pas, parce qu'au lieu de dire le vrai rapport du peuple, vous dites Tata Kabila n'a nous totondiote, pour ça nous n'a silité. Au lieu de dire que le peuple n'arrive pas à manger, biso n'a nous totondiote Tata Kabila. C'était votre conclusion. Fumbouana biso Kabila. C'était votre conclusion. Alors les évêques ont la vraie solution
Les gens qui vont là-bas pleurer chez les pasteurs, pleurer chez les prêtres, et les évêques le disent. Et quand la population va chez les gens, ils disent non, ne disons pas ça à Kabila parce que et vous suivez ces gens-là. Les évêques qui n'ont aucune envie de flatter Kabila, parce que Kabila ne les nommera jamais. Kabila ne nommera jamais Monseigneur Mosengo ministre. Mosengo cherche à devenir pape. Je ne sais pas si vous imaginez les niveaux du pape. Et quand il vous le dit, ce n'est pas pour remplacer Kabila, ce n'est pas pour remplacer celui qui dit c'était votre conclusion, M. Boka. C'est le haut niveau. C'était votre conclusion. Ils ont la vraie misère du peuple. Ils vous le disent parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas révoqués. Merci. Ce n'est pas Kabila qui le nomme. M. Tamba du PPRD, votre conclusion en quelques phrases aussi. Pour les Congolais, vous pouvez constater, même lorsque j'ouvrais une brèche pour M. Jean-Pierre Boka à la fin, pour nous parler du vrai débat sur les élections locales et provinciales, il va toujours revenir si c'est lui qui déteste. Non, on ne déteste pas. Non, on doit détester Kabila pour moi. N'interrompez pas sa conclusion, s'il vous On plaît. ne déteste pas. S'il vous plaît. Je vous ai dit que dans le PPRD, il y a des gens bien. Les Déons Ouiza, il y a l'homme de Tolérance, s'il Tout vous n'est pas plaît. mauvais dans l'UNP. Monsieur Boka, tolérance. Chez Kabila. Tolérance. Il y a beaucoup de fanfarons aussi dans la majorité présidentielle. Monsieur Boka. Et nous les dénonçons. Monsieur Boka, tolérance. À ce que je sache, je ne pense pas l'avoir Monsieur Tamba, vous avez la parole. Je ne pense pas l'avoir incité. Au moins, je suis rassuré. Je ne vous ai pas incité, M. Boka, donc vous pouvez être tranquille. Je vais seulement dire que vous puissiez haïr la personne Joseph Kabila pour parler de lui-même, ou là, on ne parle pas de lui. On ne l'est pas. Pourquoi on doit le haïr? S'il vous plaît, Monsieur Boka, c'est sa conclusion. Pour une deuxième fois, je pense aussi que je ne vous ai pas incité. Alors moi, je vais dire au peuple congolais, au moment où nous enregistrons cette émission, nous savons dans les prochaines heures, le chef de l'État va se prononcer à l'ONU. Voilà au moins l'essentiel. Nous serons là pour écouter son discours. Je donne toute ma caution spirituelle au chef de l'État pour Comme évêque. Caution spirituelle en tant qu'évêque. Je donne toute ma caution spirituelle au chef de l'État pour la troisième fois. Je pense que nous avons incité pour avoir ces réactions, M. Boka. Non, caution spirituelle. Tranquillisez-vous, M. Boka. Le nom de Joseph Kabila ne doit pas vous donner des démangeations, M. Boka. Quand vous l'attendez prononcer... Non, quand je dis caution spirituelle, non, vous devez être revêtu. Vous n'êtes pas évêque. J'ai dit tout simplement, le nom de Joseph Kabila ne doit pas vous donner des démangeations. Donc j'apporte ma caution spirituelle comme n'importe quel Congolais peut apporter sa caution spirituelle au chef de l'État pour que Dieu soit avec lui, afin qu'il puisse prononcer un discours qui soit entendu et que notre pays prenne de plus en plus de hauteur dans le Conseil des Nations. Merci à vous, Monsieur Tamba Papi, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Merci. Merci également à vous, Monsieur Jean-Pierre Boka, coordonnateur de la cellule 4, qui veut dire gagner avec Étienne Tshisekedi. Merci à vous, chers téléspectateurs de Mirador Télévision, d'avoir été des milliers à nous suivre. Comme toujours, restez branchés, car le programme continue sur votre chaîne. Merci.